Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, c'est la chronique numéro 131 et c'est à propos d'un aliment, ou plutôt d'une épice fétiche que Thomas avait demandé pour la chronique numéro 100. On avait demandé quel aliment, quelle épice mériterait la 100e chronique. Un certain Thomas avait répondu le piment. Eh bien, Thomas, ta demande est réalisée pour la 131e. Aujourd'hui, on parle piment et paprika. Oui, tout à fait, parce que finalement, on est dans la même famille, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, on est aussi dans la famille du poivron. On en avait parlé dans l'épisode 118. Nous vous y renvoyons, chers auditeurs. Donc, le paprika, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est un poivron rouge bien mûr que l'on a séché et réduit en poudre. C'est une épice emblématique de la Hongrie qui va parfumer le goulash, qui est leur ragoût de bœuf national, où il y a de nombreuses variétés de paprika qui sont cultivées, du piment vert, un paprika vert, etc., que nous on retrouve pas forcément dans nos contrées. Mais on a certainement Sophie Daudelin qui a vécu un moment en Hongrie et dans les Bauges qui saurait nous en parler davantage. Un grand bonjour à toi, Sophie. Sophie, si un jour tu veux venir au micro de Radio Alto pour développer ce point-là, ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera. Donc sur le site de Sira Food, dans leur article « Le paprika, un marqueur hongrois », on peut lire que Georges Lang, dans sa somme « La cuisine de Hongrie », paru en 1971, écrit « Le paprika est à la cuisine hongroise ce que le trait d'esprit est à l'art de la conversation. Pas seulement une garniture superficielle, mais un élément intrinsèque, une saveur très spéciale et unique, immédiatement reconnaissable. » Alors, le poivron et le paprika, du coup, sont originaires d'Amérique centrale, comme tous les piments. Christophe Colomb rapporte les premières graines en Europe à la fin du XVe siècle, mais ce sont les Ottomans, un siècle plus tard, qui vont les implanter en Hongrie. Paprika, d'ailleurs, ça vient d'un mot hongrois qui est dérivé du serbe paprena, qui veut dire « ce qui pique », et pepper, dont la racine latine piper signifie poivre. On va le retrouver plus tard dans l'histoire, le paprika sous l'expression poivre du pauvre, parallèlement à l'usage qui en était fait pendant les guerres napoléoniennes. En France, on a Auguste Escoffier qui va donner les lettres de noblesse au paprika en 1879 avec son poulet au paprika et qui va le mettre à la carte de son grand hôtel de Monte-Carlo. Qui aurait cru qu'on allait tant voyager avec le paprika ? C'est merveilleux. Ouais, c'est un beau tour d'Europe, un tour même jusqu'en Amérique latine, un tour du monde. Et qu'en est-il du paprika fumé ? Oui, alors est-ce qu'on continue le voyage avec le paprika fumé ? Alors oui, tout à fait, on voyage toujours, mais un petit peu plus en Europe encore. Du coup, le paprika fumé, on en entend parler depuis quelques années, c'est la nouvelle épice en vogue. Il s'agit, dans sa version AOP, du pimentón de la vera. C'est une spécialité espagnole. Les piments doux sont fumés sur bois de chêne. C'est la star des charcuteries espagnoles, comme le chorizo. Ça te rappelait quelque chose, le paprika fumé, quand je te l'ai fait tester ? Et oui, parce que, il faut le dire, en ce moment, il y a des travaux à la radio, donc on est chez Anne, et l'avantage d'être chez Anne quand on fait ses chroniques diététiques, c'est qu'on peut déguster sur place. Et je viens de déguster le paprika fumé. Et j'étais en train de me dire, mais c'est marrant, c'est un goût que je connais. Et effectivement, ça a vraiment le goût de chorizo. Voilà, c'est ça. Donc, emblématique de ces charcuteries espagnoles qu'on connaît, on va le retrouver aussi dans la paella notamment. Et oui, bien sûr. Donc voilà, si vous cherchez l'astuce, elle est là, elle est dans le paprika fumé. Est-ce qu'on a des super pouvoirs liés au piment ou au paprika ? Mais que oui. Alors, je vais parler d'une manière générale du piment, sachant que le paprika, c'est une version de piment plus douce, donc moins concentrée en propriétés. Mais on reste de toute façon sur la même gamme d'effets thérapeutiques. Le piment, c'est un stimulant gastrique. Pourquoi ? Parce qu'il va apporter de la chaleur dans le corps. Donc, forcément, il renforce le feu digestif. En diététique chinoise, on dit qu'il est chaud, piquant. Donc, il a un tropisme, je vais expliquer, rate, estomac, cœur. Le tropisme, ça veut dire qu'il va venir nourrir l'énergie des méridiens de la rate, de l'estomac et du cœur. Donc, rate, estomac pour la digestion, notamment.
Et puis le cœur, le paprika, le piment ont une couleur rouge, ils ont de l'amertume. La couleur rouge et l'amertume, ce sont les saveurs et couleurs qui nourrissent le cœur. Donc on peut déduire aussi des fois les tropismes de certains aliments en observant simplement leurs caractéristiques sensorielles. Alors on dit que le piment disperse le froid et assèche l'humidité. Ça veut dire que par exemple, quand on ressent de la lourdeur et des douleurs dans l'ensemble du corps quand il commence à faire froid et humide, le piment, ça peut nous aider à soulager ces sensations. De même, quand on a un rhume qui va être dû à un refroidissement, le piquant du piment vient tonifier le poumon, le piquant repousse le froid vers la surface du corps et nous fait transpirer du coup. Donc par exemple, quand on a un rhume, un rhume de froid, une grosse soupe, légumes, pourquoi pas légumes protéines, etc., une pincée de piment, dodo sous des couvertures avec une grosse écharpe de laine, on transpire bien la nuit, on guérit plus vite. Et ça, c'est un remède que j'utilise très régulièrement et je garantis l'efficacité. Alors, le piment, par contre, du coup, comme il est réchauffant, il est absolument à éviter si on présente des signes de chaleur, genre transpiration nocturne, bouffée de chaleur, on a le teint rouge, on a soif, on est agité. On ne consomme pas le piment. Donc le piment, on le réserve pour l'hiver, pour l'automne et l'hiver. Pas forcément réservé à une saison. Alors, il est plus caractéristique d'une saison, effectivement, parce qu'on va avoir ces caractéristiques froid, humide, surtout en hiver notamment. Mais ça peut être aussi chez des personnes qui sont en difficulté à produire de la chaleur interne. Donc, en été, on a des personnes à qui le piment va réussir. Des personnes qui sont en vide de yang. Yang, c'est cette énergie de circulation, de chaleur, etc. Donc, une personne en vide de yang, quelle que soit la saison, une petite dose de piment peut lui être bénéfique. Très bien, voilà qui nous éclaire un peu plus sur les super pouvoirs du piment et du paprika, même si c'est à moindre dose. Pour les mariages heureux, est-ce que tu peux nous dire un peu avec quoi est-ce que ça va le mieux s'associer ? Mais très certainement. Alors, le paprika, déjà pour analyser sa saveur, il faut savoir qu'elle va varier selon l'origine. En Hongrie, le paprika est doux, légèrement piquant. Le pimentón espagnol, qui est rouge sombre, il va avoir, on le disait tout à l'heure, des notes plus fumées. Les notes peuvent être parfois un peu plus fruitées, rappelez la tomate séchée. Des notes de miel qu'on va retrouver dans certaines variétés, des notes d'érable. On va aussi pouvoir avoir certaines fois des notes un peu acidulées, voire un petit peu acres. Donc en fait, on n'a pas un paprika, on a plein de paprikas. D'une manière générale, moi, je trouve que le paprika, il se marie très bien avec ce qui est doux. Donc avec le panais, avec la pomme de terre. On parlait dans la chronique précédente des pommes de terre Hasselback, où j'ai associé le paprika, effectivement. J'adore le paprika dans le riz. Le paprika sur les pâtes, tu sais, tu fais des pâtes au beurre et tu mets plein de paprika, une petite pointe de piment, etc. Ça va aller très bien avec les fèves, avec les haricots blancs, avec les haricots rouges, notamment grâce aux notes fumées que les haricots rouges et le paprika ont en commun. Comme on parle de notes fumées, autres aliments qui ont des notes fumées, les noix de cajou. Et puis le paprika va très bien évidemment avec le poulet, on parlait du poulet d'Auguste Escoffier, ça va très bien avec les œufs, avec la mayonnaise et avec le velouté d'asperges. Le paprika fumé d'ailleurs est souvent recommandé dans les usages avec un bon velouté d'asperges. Alors, tous ces aliments, moi je vous disais, c'est des aliments de saveur douce, mais aussi beaucoup d'aliments de couleur pâle. Imagine une pincée de paprika sur un velouté d'asperges. Imagine un beau blanc de volaille tout poudré de paprika. Un petit œuf au plat avec une pincée de paprika dessus. Un riz avec du paprika. J'adore aussi l'utiliser pour la couleur qui vient vraiment stimuler fortement la pupille. Donc, il va très bien avec ce qui est doux. Il va aussi très bien, je trouve, avec de nombreuses viandes, en particulier le bœuf, l'agneau et le veau. Et j'utilise régulièrement en marinade, comme dans des brochettes de bœuf marinées au paprika et au curry, dont vous retrouverez la recette, on vous met le lien en dessous du podcast, sur le blog des Mangeurs Libres, ou dans une salade de bœuf émincée à la cardamome de la forêt et à la mélisse fraîche, où j'avais aussi ajouté du paprika. Est-ce que le paprika, on l'utilise aussi avec des légumes ? Mais très certainement. Évidemment. Moi, je l'aime beaucoup avec l'aubergine. J'aime beaucoup l'associer avec la tomate aussi. Je trouve que rouge, tu sais, on a déjà parlé de ces associations qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on sait que ça va aller ensemble ? Des fois, c'est un rapprochement sensoriel qui n'est pas forcément gustatif, mais la couleur. Les choses de même couleur, souvent, vont bien ensemble. On parlait dans la chronique sur le poivron, du rapprochement entre le poivron rouge et la framboise qui fait une vraie merveille. Moi, je trouve que ça va très, très bien aussi avec la courgette, qui est toute douce et que le paprika va bien relever, et avec le brocoli, finalement, qui est un peu vert et doux, comme la courgette. J'adore mettre le paprika dans mes sauces au yaourt pour accompagner des petits falafels de pois chiches bien croustillants. Et j'aime des fois aussi l'associer avec certains fromages.
Comme vous retrouverez une recette pareille de pizza à la raclette de bonne mine, où j'avais poudré de paprika une bonne pizza à la courge butternut, à la raclette avec un petit peu de charcuterie. J'avais dû mettre de la copa et c'était une vraie merveille. Le paprika, ça venait vraiment bien relever. J'aime beaucoup aussi associer la figue pour ses notes de miel avec le paprika. Et tu te fais des petites figues rôties au four avec, un bon quartier de chèvre frais au milieu. Tu poudres ça de paprika. Je trouve que c'est magique. Donc là, c'était les mariages heureux, les recettes qu'on peut avoir avec le paprika. Le piment, c'est peut-être plus à l'appréciation de la personne, parce qu'il va être plus ou moins intense en bouche, on va dire. Comment est-ce qu'on sait, est-ce que ce piment-là, il est très fort ou pas ? Mais bien sûr, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Scoville permet d'évaluer l'intensité du piquant des piments. Et on le disait dans la chronique sur le poivron. Le poivron, c'est vraiment le degré 0 de l'échelle de Scoville, parce qu'il n'y a pas du tout de piquant du tout. Donc le degré 0, c'est pas piquant du tout, et on peut aller jusqu'à 100 000 unités Scoville, et là on est vraiment sur explosif. Donc pour donner une idée, le piment d'Espelette, il est à 1500, on dit qu'il est relevé. Le piment de Cayenne, il est déjà entre 30 000 et 50 000, on dit qu'il est torride. Et puis au-delà de 100 000 unités Scoville, on a des piments absolument explosifs. Le piment oiseau, par exemple, j'imagine. C'est possible, je ne sais pas te dire où il est sur l'échelle de Scoville. Alors, avis aux amateurs et amatrices de piments explosifs, vous nous direz où se trouve dans cette échelle le piment oiseau, et puis vous viendrez le déguster à la radio, pour une dégustation en direct, voir les effets que ça fait. Absolument, la coquine. D'autres mariages heureux, peut-être ? Mais bien sûr, alors globalement, le piment, il fait les mêmes mariages heureux que le paprika. Par exemple, moi j'aime bien l'associer parfois au fromage. Il y a une fine salade de Beaufort et de carottes à l'anis vert et au piment, où j'avais fait un jeu chaud-froid entre l'anis vert qui est rafraîchissant, le piment qui apporte le côté chaud, donc je trouvais rigolo ce contraste d'épices. Il va très bien aussi avec la douceur des pois chiches. J'avais utilisé du piment dans une panisse. Alors une panisse, c'est une préparation à base de farine de pois chiches qu'on fait cuire, et en général ensuite qu'on va laisser solidifier, couper en tranches, poêler. Donc j'avais fait ça avec une poêlée de courgettes à la sarriette, j'avais épicé avec du piment. Et puis le piment, il faut absolument l'indiquer, va quand même merveilleusement bien avec le chocolat. Un classique, c'est vrai, un classique des amateurs de chocolat. Peut-être un petit message de précaution, parce que le piment, ça pique, et puis il faut faire attention quand on le cuisine. Pas avoir de mauvaises surprises, effectivement. Alors déjà, il faut savoir que plus la cuisson est longue, plus le piquant est fort. Donc, si on a un mijoté, peut-être qu'on ne met pas le piment dès le départ, on va peut-être le mettre seulement un peu avant la fin de la cuisson, ou alors qu'on en met moins que d'habitude, parce que le piquant va se développer. Si on manipule des piments entiers, c'est très important de le manipuler avec des gants, et surtout, on ne frotte pas ses yeux derrière avec ses doigts qui ont manipulé le piment. La capsaïcine qui fait la sensation piquante du piment, il faut savoir qu'elle est quand même utilisée dans les gaz lacrymogènes. Voilà. Donc cette capsaïcine, elle est surtout présente dans les parties blanches et dans les graines du piment. C'est ce que j'allais dire, et c'est quand même l'intérieur du piment qui est le plus redoutable. Exactement. Donc si on veut que ça pique fort, on garde les graines. Si on veut que ça pique moins fort, on retire les graines. Et moi j'ai souvenir, excuse-moi, parce que c'était... J'avais animé un atelier cuisine autour d'un risotto à la spiruline, où on avait intégré du piment. Et moi, à la maison, quand j'avais fait mon essai, j'avais pris la partie... j'avais pas pris les graines du piment. Donc j'avais indiqué, on prend un demi-piment et ça va bien. Et au moment de la préparation, j'ai pas surveillé ce qui a été fait. Et la personne qui a préparé, elle a conservé les graines. Et c'était pas du tout le même résultat. Ça donnait pas du tout le même résultat. L'intensité était quand même beaucoup plus forte. Ce qui a dû ravir les amateurs de piment. Tout à fait. Le monsieur était d'origine réunionnaise, il était absolument ravi, et nous autres, on a beaucoup bu de l'eau. Alors, la capsaïcine, aussi une information que j'ai trouvée intéressante. La capsaïcine, c'est un alcaloïde. Alors, les alcaloïdes, ce sont des molécules qui ont des effets sur notre cerveau. Donc, cette capsaïcine, elle donne la sensation de brûlure, mais elle permet aussi la libération d'endorphines, qui donnent une sensation de bien-être. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il existe des personnes qui présentent une dépendance au piment. Donc, ce qui est à retenir, c'est que de toute façon, le piment, c'est puissant, qu'on l'utilise à petite dose. De toute façon, à petite dose, il fait son effet, le kiki.
Des recettes avec le piment, est-ce que tu oserais nous en donner quelques-unes? Oh oui, toujours sur le blog des Mangeurs Libres, vous allez retrouver un chili en rouge et noir où j'ai intégré du piment. On disait que ça va très bien avec les haricots, donc évidemment ça relève, c'est très sympa, ça donne des petites notes exotiques tout de suite. On est sur quel type de piment là? On est sur un cayenne. Un cayenne. Un petit cayenne, mais genre cayenne, je fais pout-pout très très vite avec le petit pot. Et... C'est pas parce qu'on met du piment que c'est forcément... très violent quoi en termes de piquant. Bon, ça va dépendre de la dose, ça va dépendre du piment aussi. On peut très bien en mettre un tout petit peu. Voilà, moi je dis, des fois je mélange le piment d'Espelette et le piment de Cayenne. Alors je dis, vous voyez, le piment d'Espelette, c'est pour qu'on le voit, c'est le piment gentil, mais en même temps on voit les flocons. Et puis je mets du piment méchant, mais lui on le voit pas, parce que vraiment il faut en mettre très très peu. Donc le gentil, le méchant. Vous allez retrouver du piment dans un séviche de carlet au lait de coco, au gingembre, aux nectarines, où vraiment là, un soupçon de piment, ça vient bien réveiller le bazar. Et puis je disais que ça va très bien avec les aubergines. Une recette que j'adore, des aubergines marinées à la méditerranéenne où je mélange paprika et piment. Et l'été prochain, vous m'en direz des nouvelles. Et la semaine prochaine, avant l'été prochain, on reste en Méditerranée, puisqu'on va parler de mayonnaise. C'est quand même... pour l'aioli et tous ces plats, c'est assez typique, non? Il y a des liens, on va voir qu'il y a des liens, très cher. Pour moi, j'associe la mayonnaise avec le sud. Eh t'as le droit. Et tu verras que c'est plutôt de bon sens. C'est vrai? Très bien. On en reparle en tout cas la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi. Et à la semaine prochaine, avec grand plaisir. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.